Nico, un point c'est tout. Tremblement de terre. Bonjour et merci de me retrouver pour ce nouvel épisode de Nico, un point c'est tout. Un numéro hors série dans lequel je reviens sur un événement qui s'est produit la veille de ce 29 mars, date où je commence à écrire cette chronique. Comme vous devez sûrement le savoir, à moins de vous tenir à l'écart de l'actualité et de son côté anxiogène, ou de ne pas trop vous intéresser aux news à l'international, la Thaïlande vient de connaître un tremblement de terre conséquent qui a fait bien des dégâts. Bien différent de ce que le pays avait connu en 2004 et le sinistre tsunami qui avait fait des ravages et marqué les esprits. Ici, on est dans quelque chose de différent, mais de véritablement significatif en termes d'intensité et d'impact. La crainte d'un aftershock demeure réelle au moment où je me lance dans cette réalisation. Mais à cet instant, on se réjouit d'avoir pu en sortir indemne. Et on va se contenter de cela dans une telle configuration. Difficile d'établir un bilan d'ores et déjà, mais en tout cas, un bon paquet de gens ont été choqués pour le moins qu'on puisse dire. J'y reviendrai. Je souhaite, à l'occasion de cet exercice, revenir sur cette catastrophe dite naturelle. Vous livrer des informations, mon sentiment personnel, ainsi que d'évoquer le volet politique d'une certaine manière. Vous me connaissez, cela constitue en général la raison d'être de ce podcast. Je ne vais donc pas me priver pour traiter le sujet sous cet angle également, bien évidemment. Difficile de savoir par quoi entamer cette chronique, pour être honnête, tant les choses qu'il convient et que j'aimerais dire sont nombreuses, tant elles se bousculent au portillon dans ce climat d'ébullition, notamment émotionnel. Je vous prie par avance de bien vouloir m'excuser si mes propos sont quelque peu désordonnés, ne sont pas parfaitement articulés, ou alors que je pars un peu dans tous les sens. Ne m'en voulez pas également si je fais un peu long pour l'occasion. Comme je le mentionnais, plein de choses me traversent l'esprit et j'escompte aborder pas mal de choses avec vous aujourd'hui. Je crois qu'il faut tirer profit du contexte pour dire certaines choses en réalité. À ceux qui souffrent ou ont souffert. Je vais tout de même en premier lieu adresser tout mon soutien à tous les gens qui ont subi de près ou de loin les affres de ce tremblement de terre. Adresser toutes mes condoléances aux malheureux qui ont perdu des proches, familles, amis, qui ont perdu la vie. Je pense notamment à ces employés du bâtiment qui travaillaient dans une tour de Chatuchak qui s'est effondrée et qui ont visiblement succombé au désastre ou qui sont ensevelis dans les décombres. Personne que les sauveteurs cherchent à extirper des débris en espérant leur sauver la vie si cela est encore possible. C'est où on en est en date du 29 en tout cas. Évidemment, pour ne citer qu'eux, mais pas exclusivement, à tous nous leur devons un hommage. Nous sommes de doux cœur avec les familles de toutes les victimes, ceux qui ont perdu la vie comme les blessés, nul besoin de le préciser. À cet instant, j'ai en particulier une pensée émue pour les Birmans qui ont été, semble-t-il, les plus touchés, puisque, de ce que je sais, le tremblement de terre en question a connu son apogée dans la région de Mandalay, avec pas moins de 8,2 sur l'échelle de Richter, si les informations qui me sont parvenues sont justes. Que l'aftershock a été de 7,1 tout de même, soit tout sauf anodin, pour le moins qu'on puisse dire. Le spectacle de désolation de pagodes et temples ravagés, voire écroulés, toutes ces dégradations et destructions, tout ce gâchis humain qu'engendre ce nouveau tremblement de terre fait écho à celui d'il y a quelques années. Pour l'heure, en termes de pertes humaines, j'ai lu qu'on en est à plus de 1000 en Birmanie, et je doute que le chiffre soit ne serait-ce que proche du bilan réel. Nombre de premières estimations étant clairement sous-évaluées, la catastrophe de Mayotte ayant opéré comme une piqûre de rappel aussi. Pour ne rien cacher, ce qui s'est produit, cela a réveillé en moi le souvenir affecté de notre séjour là-bas, seulement 2 semaines en amont du précédent terrible tremblement de terre. Et la tristesse que nous avions ressentie à la vue, via Internet, des villes que nous avions visitées complètement dévastées, et ses trésors disparus ou partiellement détruits. Tout cela en plus des difficultés rencontrées par ce peuple et le gouvernement inepte de militaires qui tient la population sous son joug, qu'il chasse par la porte, mais qui revient par la fenêtre. Junte militaire qui empêche les Birmans de respirer depuis des lustres et qui a forcé bon nombre d'entre eux à l'exil, ici, en Thaïlande. Une pensée, une prière aussi pour les habitants du sud de la Chine, qui devra subir un séisme de force 9, à en croire les informations d'un voisin sympathisant PCF avec qui j'ai pu converser rapidement. Pour introduire une légère touche d'humour, il faut toujours s'y attacher autant que possible, et malgré le contexte des plus dramatiques, je pardonnerais presque aux voisins en question d'être roussellistes, c'est dire. C'était pour le petit clin d'œil. Comme vous le savez, si vous suivez nos lives, je suis, en temps normal, plutôt un individu qui aime blaguer, comme on dit. Un gars qui tâche de sourire à chaque opportunité qui m'est donnée. Je pense que certains d'entre vous gardent en mémoire le fou rire incroyable que ma camarade Sublime et moi-même avions eu à l'évocation de son anecdote avec Daniel Ibanez.
Plus sérieusement, pour en revenir au sud de la Chine, je doute que s'ils sont confrontés à une telle secousse, qu'ils puissent s'en tirer sans dommages conséquents, sans vie partie en fumée, si je puis dire. Nos pensées et prières les accompagnent, en espérant que l'information ne soit pas exacte et qu'ils puissent échapper à tout cela. Dans le pire des cas, que la magnitude puisse être en deçà de ce qu'il a été dit. Il y a des fois où on souhaiterait disposer d'une baguette magique et pouvoir en faire usage. Ainsi épargner aux gens, à travers le monde, des tas de souffrances. Souffrances dont ils sont rarement les instigateurs, qui plus est. Bien secoué. En guise d'introduction à cette partie, je voudrais souligner combien la vie ne tient qu'à un fil, combien elle est fragile, à quel point elle doit être valorisée et considérée, comment nous ne sommes que des poussières à l'échelle de l'univers, des fourmis à celle du monde. Aussi, profiter de l'occasion, si je peux m'exprimer ainsi, pour rappeler ô combien il est impératif pour chacun d'entre nous de mettre à profit tous les petits moments de bonheur que la vie a à proposer. Et ce, quand bien même les instants en question sont parfois disséminés dans les difficultés, les problèmes en tout genre, la pression et l'oppression aussi. Ceci plus souvent que nécessaire, malheureusement, l'être humain ayant comme un talent pour générer des situations dont il pâtit. La vérité est que ma femme et moi-même, tout comme tout notre immeuble, avons bien été secoués dans tous les sens du terme. On a la chance, entre guillemets, de n'avoir subi que des dégâts matériels. Nous sommes sains et saufs, et c'est ce qui importe pour le moment. De ce que nous savons, il ne semble pas y avoir eu de blessés dans le bloc d'appartements où nous vivons, ce qui est une source de satisfaction, voire de réconfort. Je vais en dire davantage sur les scènes d'apocalypse, à quoi cet événement a donné lieu. Mais avant toute autre chose, je tiens à remercier du fond du cœur tous ceux qui nous ont adressé des messages. Et vous avez été nombreux. Tous les camarades de par le monde, plus spécifiquement tous les membres de LFI Monde et Marisa de Marseille. Marisa, cette si chère camarade insoumise qui a immédiatement contacté l'équipe pour s'enquérir de nouvelles de ma femme et moi-même, ce qui me touche énormément. Sans oublier Sophia qui a pris de son précieux temps pour obtenir des nouvelles de nous tous, militants insoumis qui sommes sur place. Sophia dont l'humanité nous a fait chaud au cœur et confortée dans tout le bien qu'on pense de nos députés. J'en profite pour le préciser. Nous sommes terriblement fiers de nos représentants et une telle attention de sa part ne fait que nous conforter dans l'idée que tous sont les bonnes personnes pour porter le projet humaniste qui nous anime. Leur combat et leur dévotion nous inspirent le plus grand des respects, ainsi que leur capacité de résilience, cette faculté à tenir bon quoi qu'il en coûte, malgré l'adversité. Tout ceci, ce sont des gestes qui aident à aller de l'avant et à se dire que non, la solidarité n'est pas morte, que la logique néolibérale individualiste n'a pas triomphé ou plié le game. Mais rassurez-vous, j'y reviendrai. Tenez-le-vous pour dit. Pour l'aspect matériel, nous verrons ultérieurement. Dans un premier temps, l'essentiel est assuré. À ce stade, on craint simplement un retour de bâton et un aftershock qui viennent aggraver le tout, ainsi que de remettre des vies en danger, cela va sans dire. Plus les jours passeront et plus le pourcentage de probabilité descendra, de même que celle d'une intensité trop conséquente. Pour vous raconter les choses de l'intérieur, peu de temps avant le déclenchement, j'étais en train de discuter sur Skype avec mes parents, comme d'accoutumé, jusqu'ici rien d'anormal. Ma femme, qui était en home office, s'était même jointe à nous. Comme cela lui arrive parfois quand elle a l'opportunité, quelques minutes devant elle. Bref, tout semblait se dérouler normalement, c'était jusqu'à ce point une journée comme une autre, en quelque sorte. Tout d'un coup, ma compagne a senti des vertiges, ce à quoi elle est normalement sujette. J'ai mis fin à l'appel pour m'occuper d'elle. En fin de compte, on ne le réalisait que quelques minutes à peine après coup, elle avait ressenti le secousse avant tout le monde, et la terre allait se mettre à trembler assez fortement. Même une fois le tremblement commencé, on n'a pas immédiatement réalisé ce qui avait cours. Ce sont les sirènes qui nous ont permis de mieux comprendre ce à quoi nous avions affaire. Le branle-bas de combat commençait, nous sortant ainsi d'une forme d'incrédulité et de sidération. Alors la panique commençait du même jet, les gens se mirent à courir dans tous les sens, dans les escaliers, face à l'urgence et au désir de se mettre à l'abri, enfin tenter tant bien que mal, on va dire, ou tout du moins de se donner le sentiment de trouver refuge et sûreté. Dehors, des scènes surréalistes de gens amassés, apeurés. Une de nos voisines se jetant dans les bras de sa fille étudiante qu'elle avait pu retrouver en bas. Ce qui me laissait imaginer que celle-ci avait dû se perdre de vue pendant leur tentative d'évacuation dans les plus brefs délais. J'ai moi-même perdu de vue ma femme pendant le sauve-qui-peut, moment durant laquelle elle a percuté un ouvrier qui se précipitait tout comme elle et qui l'a fait tomber, lui causant des bleus sur les bras. Pour ma part, j'avais, dans la panique généralisée, eu pour réflexe de me saisir de mon téléphone à peine chargé et de mon passeport, raison pour laquelle elle avait fui de l'appartement de manière plus précoce que je n'avais su ou pu le faire.
On a pu se retrouver alors qu'elle criait mon nom et que je courais comme un perdu pour m'assurer de la rejoindre. Dehors, sous une chaleur conséquente, le personnel du bloc réagissait de manière admirable. Les membres du bureau, les gardiens de l'immeuble comme agents de sécurité, faisant de leur mieux pour mettre tout le monde en sécurité, assurer une distribution de petites bouteilles d'eau, etc. L'impréparation était visible, mais la capacité de réaction inspirait le respect en revanche. Dehors, parlons-en. Sans exagérer, cela avait l'air d'une de ces scènes de films catastrophes produits par Hollywood. Des tas de gens amassés, des bouchons et des véhicules bloqués, etc. Des scénarios, au final, fort peu originaux, quelque part. Comme on a vu un certain nombre, dirons-nous. Tout ce qui pourrait apparaître comme des clichés, mais qui sont tout sauf cela, comme on a pu en témoigner. Plus tard, on allait même voir des vidéos circuler avec des trains comme le BTS, sorte de tramway, branle-ballant d'un côté à l'autre sur la voie. Truc hallucinant qu'on était à des années-lumière de s'imaginer, en particulier dès lors que nombre de résidents à Bangkok n'ont jamais connu quoi que ce soit de ce type, en dépit d'années passées dans cette capitale. Aussi un peu comme un vis repetita de certaines images qu'on avait pu voir dans des documentaires sur le tsunami de 2004, ou le film de Clint Eastwood qui lui était consacré. Des gens pris par surprise, parfois dans l'urgence la plus complète, parfois à peine vêtus. J'ai croisé par exemple une femme trans n'ayant visiblement eu le temps de se saisir que d'un dessus de lit dans lequel elle était drapée. Une femme taille seulement vêtue de sa serviette de toilette entourée autour du corps, qui avait dû sortir précipitamment de la douche de ce que j'en ai déduit, sans compter de nombreux hommes torse nus pris au dépourvu. Moi-même, je confesse avoir été en slip au moment du tremblement, comme cela m'arrive souvent quand je suis à la maison, du fait de la chaleur qui règne ici, en particulier depuis que l'été a commencé. Avec la chaleur accrue et en privilégiant le confort, je n'étais vêtu que du strict minimum, on va dire. J'ai saisi un short et un t-shirt que j'avais laissé traîner sur une chaise, à la volée ou à l'arraché, si je puis dire, tel un pompier durant un départ de feu. Bref, les instincts de survie à l'œuvre pour chacun d'entre nous se sont exprimés à nos façons. C'était un peu une scène qui rappelait le slogan de chez McDonald's « Venez comme vous êtes ». Durant l'attente en bas de pour ainsi dire tout le monde, j'effectuais quelques allers-retours à grande vitesse pour tenter de choper quelques affaires supplémentaires de notre appartement, alors que je savais ma femme normalement à l'abri. Après coup, s'entamait une attente oppressante, nerveusement éprouvante, où nous étions tenus à l'écart de nos lieux de vie pour notre sécurité, le temps de déterminer que l'alerte était finie. Selon le communiqué de l'ambassade envoyé le soir même, aucun de nos compatriotes semble avoir perdu la vie durant le tremblement de terre. On en saura plus dans les jours à venir. Je ferai de mon mieux pour vous tenir en fait des développements. Pas un hasard. Si j'évoque ces scènes dignes de superproductions les plus angoissantes des compagnies de films américaines, ce n'est pas fortuit. J'entends à parler aussi politiquement de tout ce que ce type de phénomène engendre de facto. J'entends qu'on comprenne bien ma démarche. Il ne s'agit pas de mettre dans l'étau quelque gouvernement que ce soit. En outre, ils pourraient tous l'être de manière quasi indistincte compte tenu de l'état d'avancée des politiques pour lutter contre le changement climatique et ses conséquences. Ou encore les politiques orientées vers les plus riches et les plus grosses boîtes qui sont appliquées partout et les conséquences de tout cela. Enfin, si mon but n'est pas de pointer du doigt un pays ou un gouvernement, pour ne rien cacher, celui des USA ne démériterait pas. Surtout vu la brochette de sinistres individus qui le composent et comment ils prennent leur part d'influence sur les régimes en place un peu partout. Par contre, ma démarche est plutôt celle de mettre en avant le défaut de traitement de la question climatique en général, mais aussi et surtout de montrer le niveau d'impréparation qui est celui d'à peu près tous pour l'heure, en l'état actuel des choses en tout cas. Si on en est à recouper des scènes issues de l'imagination de certains réalisateurs et metteurs en scène, qui elles-mêmes illustrent le chaos suscité par de telles catastrophes naturelles, c'est bien que, collectivement, on n'est pas en capacité à réagir comme il se doit aux événements qui surviennent de plus en plus fréquemment. Qu'on a plus que tendance à se cantonner à donner dans le curatif plus qu'autre chose. Que, a fortiori, on manque de chercher à anticiper et s'organiser pour répondre aux événements qui surviennent. Événements supposément extraordinaires qui vont irrémédiablement se multiplier dans le temps si on ne change pas de trajectoire et à mesure qu'on suscite le courroux de la Pachamama. Sous une forme ou une autre, ajouterai-je. Je ne suis pas scientifique et je n'ai jamais prétendu l'être. Je ne sais pas de fait dans quelle mesure ou proportion un tremblement de terre peut être évité, notamment en appliquant une politique environnementale digne de ce nom. Ce qui pour l'heure n'existe nulle part si on veut mon avis. Ce que je sais en revanche, c'est qu'on est sur le recouloir d'une manière évidente.
Dès lors que tout est pris sous le prisme financier, que l'organisation collective est rendue plus que ardue, pour ne pas dire aux confins de l'impossible, de par le démantèlement des États et que les politiques austéritaires sont la règle. Ou encore que leur corollaire est ce qui prédomine, soit la casse des services publics qui leur sont associés. On ne voit pas également comment la logique du privé, qui prédomine assez largement de nos jours, tout autour du globe, va constituer une base solide de riposte ou d'adaptation quand les logiques en application sont celles du profit et du capitalisme dérégulé. Que des tas de normes sont contournées ou sacrifiées pour des histoires de profit et de rentabilité. Que ceux qui peuvent payer se défaussent et que les autres sont toujours plus précarisés par les gens aux manettes et les politiques en faveur des plus aisés. Si on n'était pas si politiquement éveillé ou woke, comme cet Tartuffe nous désignerait, on pourrait trouver cocasse que tous les tenants de l'ordre actuel, les chantres de la sécurité et de la préservation de la chanlie gauchiste, pour reprendre leurs termes, deviennent tout simplement inaudibles quand la sécurité et l'ordre, qu'ils ont constamment à la bouche, riment en définitive avec sûreté et organisation collective pour le bien commun, plutôt que d'être reliés aux intérêts privés et au contrôle des populations, voire leur répression. L'actuel pensionnaire de l'Élysée constituant un exemple tout à fait probant de ce que j'avance ici. Le champion autoproclamé de la Terre ayant fini par être condamné à 2 reprises au sein de son propre pays pour une action climatique, comme tout un symbole. Ironie quand tu nous tiens. Une des problématiques que beaucoup peuvent ignorer ou peiner à identifier par manque de politisation est que beaucoup de domaines de recherche sont directement impactés par les mesures libérales et de restrictions budgétaires. Politique largement répandue auquel on assiste partout. Le nouveau gouvernement américain nous apportant une illustration des plus éclatantes de ce dont je parlais, ce qu'on ne peut que déplorer. Au-delà de la simple recherche fondamentale à proprement parler, essentielle à avancer du savoir de tous et des avancées scientifiques, il y a aussi la fermeture de nombre d'observatoires visant à prévenir un peu en avance des désastres en chemin. Analyse qui pourrait aider à répondre aux événements sur le point de se produire, à limiter les pertes humaines et tutti quanti. Le chemin emprunté par notre espèce ne répond pas aux besoins et clairement pas plus spécifiquement en matière de sûreté. Sûreté à laquelle tout le monde aspire selon moi. Mais qui, j'avoue, contrevient aux intérêts des possédants dont la logique est celle de l'accumulation sans fin. Névrose dont ils ne parviennent pas à se départir visiblement. Ces derniers dérivant jusqu'à des proportions absolument ridicules, comme celles exposées par Oxfam au travers de leur évaluation du patrimoine accumulé par l'homme le plus riche de nos compatriotes. La solidarité a-t-elle disparu ? On voit tous bien ce qui est à l'œuvre dans les médias en général. Le schéma se propage à l'envi tout autour du globe et plus spécialement en France. Notre pays où la situation atteint des proportions inquiétantes, avec un système médiatique qui a complètement lâché prise et ne croit plus bon de prendre quelques précautions que ce soit pour se cacher, pour dissimuler des intérêts qu'il a fait siens. Ils affichent une propagande exacerbée où tous les opposants aux logiques du chacun pour soi et d'hégémonie incontestée des puissants sont mis au pilori. Les tentatives de division du peuple, les tentatives de désigner des boucs émissaires et de leur coller tous les maux de la société sur le dos sont flagrantes. Le tout un peu sur le modèle de la lutte de civilisation, bien qu'il n'emploie pas le terme. C'est la logique qui sous-tend, ça se voit. Des assauts répétés, bien sûr, produisent des effets quant à l'atomisation souhaitée de la société. Investir tant d'argent à des fins idéologiques, ce n'est pas naturel. Rien ne coulait de source compte tenu de médias basés sur des modèles économiques qui s'avèrent loin d'être lucratifs et profitables. Évidemment, tout ceci se fait pour le compte d'une idée qu'on se fait de ce que doit être la vie ou encore l'organisation en commun. La percée des libertariens et autres le démontre assez bien, je pense. Leur aversion pour le commun et l'intervention de l'État à quelque étage transpire largement des débats actuels, des lois mises en place et les politiques adoptées et imposées à tous. Tout cela distend les liens entre les individus et pousse des logiques de chacun pour soi, que Pablo Servigne, dans son bouquin, démontre comme tout particulièrement néfaste si on veut s'adapter au mieux et pouvoir résister, et comme une difficulté supplémentaire à affronter dans le cadre des défis qui se profilent à l'horizon, comme une mauvaise façon d'entamer le virage en cours. Maintenant, le tableau n'est pas si noir, enfin, pas si intégralement sombre. Des tas de gens font de la résistance à maintes niveaux, et continue de se dresser contre toutes ces logiques un peu devenues la norme, contre l'individualisme forcené. Certains se trompant d'outils pour mettre un coup au système. Je reviendrai par ailleurs un peu plus tard sur cet aspect solidarité qui se met en place, aussi chez nos adversaires.
Logique qu'on peut peut-être estimer comme une lueur d'espoir, nous faisant dire qu'ils ne sont peut-être pas complètement perdus ou irrécupérables, en dépit de leur aversion pour les doctrines humanistes qui sont les nôtres. Dans le même temps, le phénomène que j'exposais explique d'ailleurs en partie pourquoi nous tous, de la France insoumise, sommes si violemment attaqués en H24. Partout, tout le temps, avec une véhémence assez incomparable. J'ose dire, probablement sans précédent. Sans arrêt, depuis plusieurs années maintenant, les attaques montent en intensité, de même que les vagues de diabolisation ou de bashing, souvent déclenchées à partir de prétextes, régulièrement avec une mauvaise foi qui interroge et nous laisse songeurs quant à leur capacité à convaincre avec de tels arguments aussi. Nos adversaires ont sans doute très peur de notre avancée continue, élection après élection. Et tout ceci me paraît la démonstration par les faits. Pareil pour ce qui est des mouvements écologistes, souvent propulsés par des populations jeunes et qui refusent le sort que les puissants leur réservent, à force d'inaction environnementale ou de politiques à base de mesures simplement cosmétiques qui ne trompent plus personne, je présume. Ceci également réprimé plus que de raison, comme l'épisode de Sainte-Soline a pu le mettre en relief. Le tout donnant lieu à des scènes dignes de représentation de la Seconde Guerre mondiale ou autres conflits dantesques, mais pour le coup complètement hors proportion. Aussi, si on veut prêter attention à ce qui se passe, on voit combien les liens distendus se resserrent habituellement lorsque des désastres ont lieu, que les gens spontanément s'organisent pour aller prêter secours, qui, la minima, s'intéressent au sort des autres et tendent à prêter secours lorsque cela est nécessaire et à leur portée. Divers types de cagnottes ou autres sont montés en solidarité ou pour prêter main forte à des gens qui subissent des préjudices, quand les gens ne se pensent pas utiles autrement que par ce biais. Alors, il y a à boire et à manger dans tout cela, car on a aussi assisté au pire de ce genre de formule quand les milieux droitards se sont activés et fini par rendre riche le gars incriminé dans la mort de Naël. L'élan de solidarité avec le concerné était réel, à défaut d'être bienvenu, on va dire. Mais en temps normal, cela s'exprime dans le bon sens, à l'échelle nationale comme internationale, à vrai dire. Un des exemples les plus significatifs étant pour Mayotte, je trouve. Où à défaut que les autorités fassent le job et considèrent les Mahorais comme il se doit, soit comme des Français à part entière, des élans de solidarité de tout type ont vu le jour, et beaucoup ont tenté d'apporter secours autant que possible. Ainsi, prenant le relais d'un État pas suffisamment impliqué, si on veut mon avis, pour ne pas utiliser le terme failli que certains emploieraient sûrement. J'ai commencé à le mentionner plus tôt dans cette chronique, mais j'ai pour ma part été extrêmement touché par les nombreux messages de soutien qui nous ont été envoyés de partout, à ma femme et moi-même, ainsi que tout notre groupe militant. On se sent moins seul, épaulé, principalement mentalement, et ce soutien psychologique n'a rien de superflu. Il aide réellement à essayer d'aller de l'avant. J'ai mentionné précédemment le courage de certains personnels, dont les sauveteurs, évidemment, les agents de sécurité, etc. Mais ils ne sont pas les seuls dont le courage et l'abnégation ont été remarquables. Comme souvent, les médecins et soignants ont été mis à rude épreuve. Et à cette occasion, on a assisté à des scènes hallucinantes d'opérations entamées qui ont dû s'achever en plein air. Tant bien que mal, malgré les circonstances plus que spéciales et dégradées, parfois avec du matériel peu conforme aux procédures habituelles. Une fois encore, il s'agira de pointer du doigt des conditions offertes, bien que le mot ne soit pas le plus approprié dans cette configuration, aux travailleurs essentiels globalement, notamment tous ceux qui participent à la chaîne d'approvisionnement alimentaire et qui n'ont, eux non plus, pas chômé, pour le moins qu'on puisse dire, toujours dans l'indifférence et une forme de mépris auquel ils ont habituellement le droit. Attitude à leur encontre qui se reflète au travers de leurs conditions de rémunération. Les métiers les plus utiles étant souvent ceux dont l'utilité est la moins reconnue, tristement, en particulier financièrement parlant, bien sûr, puisque c'est tout de même le nœud du problème ou le nerf de la guerre. Des États qui doivent changer de pied. Je sais que ce qui m'amène à cette conclusion, c'est sans doute le fait que je me décris moi-même comme un jacobin. Mais je ne cache pas que, personnellement, je ne crois qu'en l'État pour faire face à certains défis. Surtout si on n'escompte pas sauver des populations très déterminées géographiquement ou à petite échelle uniquement. Pour moi, la clé est de s'emparer du poste de commande et de cesser de le laisser à ceux qui appuient joyeusement sur la pédale d'accélérateur, nous menant allègrement, ainsi que résolument, vers notre perte collective et droit dans le mur, pour le dire de manière synthétique. Direction que nous prenons pour l'heure, il me semble difficile de le contester. Et que même le système reconnaît, par ailleurs. Je vous renvoie aux condamnations de Macron pour son bilan climatique. Je vous renvoie vers le fait qu'on demande des scénarios probables avec un réchauffement climatique de plus 4 degrés.
Je vous renvoie également au fait que toutes les multinationales s'enferment dans des politiques climatiques qu'ils poursuivent depuis plusieurs décennies, en dépit d'avoir jaugé les comportements économiques et leurs impacts depuis les années 60 ou 70 pour certaines d'entre elles. De ce que je peux témoigner, on est loin du changement de cap espéré. À peine le désastre qui m'amène à créer ce podcast fini, la logique capitaliste habituelle s'est à nouveau aussitôt imposée. On peut voir la chose dans un sens comme une forme de résilience de la part de l'être humain, mais aussi de manière nettement moins positive si on aborde les choses sous l'angle du système économique dominant. Le fait est qu'à peine la catastrophe advenue, le trauma même pas digéré ou effacé, les mêmes bonnes vieilles logiques reprennent leur droit. C'est ainsi qu'ici, en Thaïlande, dans un endroit où il y a nombre de constructions et aucun building qui ne s'est écroulé, contrairement à Chatuchak, le chant harmonieux des marteaux-piqueurs et autres instruments du bâtiment ont retenti de plus belle. Un peu comme pour rattraper les quelques heures de retard que le tremblement de terre a coûté à l'avancée des travaux. Ce que je trouve des plus inquiétants dans la mesure où on sent encore une fois que la logique équivaut simplement à une vague idée de continuer sur le même braquet, et qu'aucune autre option ne se trouve sur la table ou en débat. À dire aussi que, plutôt que de bifurquer, de changer les us, mode de production, etc., ce qu'on fait, c'est juste remettre la tête dans le guidon. Se mettre à rejouer un énième épisode du hamster dans sa roue pour satisfaire aux besoins de ce système économique inepte. Et ce, jusqu'à la prochaine secousse infligée par le système en question, période où encore une fois on tentera d'endiguer les effets du désastre, ainsi de suite. Tout ceci n'est pas sans rappeler que le capitalisme se nourrit des crises qu'il suscite, que sa grande faculté à changer de forme, en revanche, n'intègre pas un changement de matrice et de logique de fonctionnement de base, et que l'accumulation, tout comme la circulation perpétuelle, restent les piliers. Conclusion. Pour ceci, comme pour tout le reste, il convient de se battre et de ne pas accepter ce qui nous paraît injuste et nous faire courir à notre perte, sans broncher de surcroît. Chacun à nos échelles individuelles et collectives, on doit ne pas laisser les choses aller, mais s'engager. D'autant que le volant est dans les mains de dingos qui s'apparentent plus à des crash-tests qu'autre chose, dont la névrose ne semble pouvoir se résorber, sauf à les contraindre, les relayer au statut de passagers. Comme vous le savez, si vous suivez mon travail, j'ai été particulièrement impressionné par les débuts de Ashton sur Blast. Je rejoins à 100% sa ligne, une ligne volontariste, réaliste sur l'ampleur des défis, mais aussi empreinte de la conscience que nous ne perdons rien à essayer de nous opposer par tous les moyens que nous estimons possibles, compte tenu de la situation dans laquelle on se trouve. Que quoi qu'il puisse nous arriver dans cette optique, on ne courra vraisemblablement pas vers quelque chose de pire, qu'on a de fait rien à perdre. On peut se penser petit, à juste titre, quelque part, impuissant aussi par moments, plus spécialement si on se compare aux puissants et aux moyens démesurés qu'ils possèdent à disposition, ou encore si on est confronté à des événements de nature dits surnaturelle, comme celui que la Thaïlande et la Birmanie viennent de connaître. Mais la volonté peut déplacer des montagnes et donner des résultats tout à fait spectaculaires parfois aussi. Enfin, cela va de soi si on met tout ce qui doit être mis, comme détermination, engagement et tout le reste, notamment en matière de force collective pour atteindre notre but en fin de course. Cela recoupe d'une certaine façon la célèbre formule de Gramsci « Il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté ». Et ce, même si mon philosophe préféré, Forrest Gump pour ne pas le nommer, dit aussi « Non sans raison, shit happens », ce qu'il est difficile de contredire. Il s'agit pour nous tous de mettre à profit les petits moments de bonheur que la vie peut avoir en stock pour chacun d'entre nous. Les moments avec l'être aimé, nos proches, nos amis, nos camarades. Se tenir tous par la main et faire le chemin ensemble. Essayer autant que possible de se faire plaisir et de passer du bon temps lorsque l'opportunité frappe à notre porte. Vous voyez l'idée, je pense. Et surtout, ne pas renoncer à créer un monde meilleur pour nous-mêmes comme pour nos entourages et êtres chers. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là, on est là, on est là. À nos postes de combat jusqu'à nos derniers souffles. Mon mot de conclusion sera le suivant. Un jour ou l'autre, nous ne perdons pas espoir de faire concéder à nos adversaires que nous ne sommes pas les personnages haineux qu'ils veulent bien décrire, que nous ne sommes qu'amour et volonté, que ce qui nous anime, ne leur en déplaise, ce sont l'humanisme, le partage et la solidarité. Que nul n'incarne mieux les valeurs auxquelles ils prétendent être attachés, la liberté, l'égalité et la fraternité.
Ce vendredi 28 mars était l'anniversaire d'un projet qui me tient à cœur, la chaîne LFI Monde, que j'ai contribué à développer avec mes divers autres camarades de Suisse, du Japon, des USA, du Brésil. Cette date était définitivement spéciale pour moi en l'état des choses. Les faits qui ont surgi en ce même jour en feront un jour inoubliable, à défaut d'être un jour de célébration, un jour de bonheur absolu. Rendez-vous au prochain épisode. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Gardez la pêche et le sourire autant que possible. Pour ma part, je vous donne rendez-vous bientôt avec un nouvel épisode de Nico 1. C'est tout. Merci de votre attention. Un grand merci à ma camarade sublime de m'avoir prêté sa voix et d'avoir donné davantage de charme et de relief à cette production. Allez, à bientôt.